C'est parti pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on est avec Marguerite qui va nous raconter sa manière d'être maman. Alors Marguerite, toi tu as un enfant. Oui, j'ai un enfant. Et un petit garçon qui a 8 ans. et Qui est ton neveu. Et qui est mon neveu, voilà, que j'aime beaucoup et qui est trop mignon et qui là actuellement est à l'école. Donc je vais te poser plusieurs questions sur ta parentalité, la manière dont tu souhaites être maman et tout ce que tu fais au quotidien en tant que maman solo. D'accord. Maman solo depuis combien de temps? Alors moi je suis maman solo depuis bientôt 4 ans. J'ai perdu le papa de mon fils qui suite à un incident est parti. Et donc du coup je suis devenue maman solo à partir de là. Donc mon fils avait 4 ans. Du coup voilà, donc du jour au lendemain son papa a disparu et je me suis retrouvée avec mon fils à devoir quotidiennement m'en occuper, hein, normal. Et voilà, heureusement avec l'aide de mes proches, de mes sœurs et ma maman quand même. Et du coup ça fait bientôt 4 ans. Et est-ce que tu trouves qu'entre le moment où tu as appris le décès du papa de ton fils et maintenant, est-ce que tu trouves que tu as beaucoup changé ta parentalité ou tu as continué vraiment naturellement? Est-ce que ça a été un vrai défi pour toi? Alors j'imagine quand même la perte de la personne était un vrai défi, mais ta parentalité, est-ce qu'elle a beaucoup changé? Est-ce que tu as remis des choses à niveau? Oui et non, parce que en fait quand son papa est décédé, c'était quelqu'un qui travaillait dans la restauration, donc souvent absent et souvent partir tôt, rentrer tard, donc maman solo a démarré un peu avant le décès du papa de mon fils. Et ensuite, non, j'ai pas changé grand chose en fait, hein. J'ai une relation très très fusionnelle avec mon fils parce que déjà je l'allaitais encore. Bon, ça s'est arrêté vers cet endroit-là, mais j'ai allaité quand même presque 4 ans en vrai mon fils. Mais c'était quelque chose que tu avais prévu d'allaiter aussi longtemps? Pas du tout. Je voulais allaiter à la base quelques mois pour lui donner les bonnes choses qu'il y avait à prendre. Et au final, je me suis retrouvée coincée. Pas coincée, mais si, je dirais ça, ouais, un peu coincée parce que t'as pas envie de retirer ce qu'aime le plus ton enfant. Donc du coup, après, c'est devenu, en grandissant, il savait qu'à l'extérieur, voilà, on faisait ça à la maison, c'était plus que pour manger, c'était aussi pour dormir, réconfort, enfin tout ça. Donc au final, j'ai pas eu le cœur de lui enlever le sein et du coup, ça a duré jusqu'à un jour où il m'a dit « Maman, j'en veux plus ». Papa, est-ce qu'il avait Est-ce que ça le gênait que t'allaites aussi longtemps? Est-ce que pour lui c'était aussi normal? Alors au début il était content, 1 an, arrivé à 2 ans il a commencé à me dire va falloir quand même qu'on fasse quelque chose, ton fils il est accroché à ton sein, ouais. Donc mais non, je lui ai dit écoute c'est comme ça, et puis après plus l'enfant grandit, plus tu peux lui expliquer aussi qu'il y a des endroits où tu le fais un petit peu moins, que voilà, après ça se met en place. Mais ouais, au bout d'un moment, il me disait maintenant, ça y est, ouais, c'est vrai. Il se nourrit, c'est pas obligé qu'il reste au sein. Et quand tu étais enceinte de lui, tu savais que tu allais allaiter, c'était évident pour toi? Ah ouais, c'était évident. Ouais, c'était évident parce que l'exemple que ma mère m'a donné, ça a été celui-là. Pour moi, c'était presque stressant de me dire je vais devoir faire des biberons, je sais pas comment on fait. Du coup, ouais, l'allaitement à la demande, pour moi, était naturel. Je me suis pas posé la question. Et sur quoi tu reviendrais sur l'éducation qu'a ton fils aujourd'hui, maintenant qu'il a 8 ans, qui est presque pré-ado? Est-ce qu'il y a des choses des regrets ou des choses auxquelles, par exemple, tu t'es super fière, vraiment les choses qui t'ont marqué dans son éducation, dans ces 8 années?
Bah, il y a des choses peut-être où je ferais plus attention. En fait, nos enfants nous écoutent, nos enfants nous observent et nos enfants savent plus de quoi on parle que nous. Et j'ai peut-être des choses où j'aurais peut-être été plus discrète et j'aurais peut-être pas voulu. Bah, parfois, il donne une opinion comme s'il avait. Comme si c'était un adulte alors qu'il a 8 ans. Ouais. Parce que, voilà, mais je veux dire, peut-être ça, et sinon, bah, je suis fière de m'en sortir. Je suis toute seule avec mon fils, c'est pas tout le temps facile. J'arrive à un âge où il réclame son père, où il a besoin d'une présence quand même masculine. Heureusement que j'ai plusieurs beaux-frères et quand même certains hommes autour qui sont là, parce que c'est vrai que... Tu ressens vraiment ce manque pas d'autorité du père, mais quelque chose que tu penses, un relais peut-être? Bah, parfois un relais, bon, heureusement j'ai ma maman qui m'aide beaucoup, et mes sœurs, enfin ma famille, on a une famille quand même soudée, hein, tu le sais. Donc on reste quand même très soudés, et du coup ça va, ça allège, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis vas-y c'est bon. Un relais naturel en fait, voilà, de tiens, du soir par exemple fils, pour le coucher, quand il a pas envie de se coucher, quand c'est un peu la bataille, voilà, il n'est pas d'accord, il arrive à un âge où il n'est pas d'accord avec moi sur tout ce que je dis. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est là que je ressens l'absence du papa. Et comment tu décrirais ton éducation? Est-ce que pour toi c'est une éducation plutôt bienveillante? Est-ce que tu dirais que tu fais plus ami-ami avec tes enfants et que c'est vraiment quelque chose qui est naturel aussi pour toi? Non, mais moi je me ressens comme la maman copine et c'est pas toujours le bon truc. Ouais, tu penses? Parce que je suis très proche de mon fils, donc comme je t'ai dit. Et en même temps, vous êtes que tous les deux du coup depuis. Et on a toujours été un peu que tous les deux du coup. Ouais. Même avant. Même avant. Donc c'est vrai que j'oublie parfois que c'est mon fils et on se confie des trucs et on va regarder un film. Il est un peu trop tard pour lui, mais bon. Oui, tu restes quand même... Et je reste quand même très laxiste sur plein de choses parce que je me dis, il a déjà vécu assez de choses. Il a perdu son père, ensuite il a perdu son grand-père, et ensuite il a perdu donc son frère qui devait arriver aussi. Donc je pense que je veux compenser en me disant, je vais pas lui interdire ça parce qu'il a déjà eu ça, mais je sais que c'est pas la bonne solution. Mais à côté de ça, il travaille très bien à l'école, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, il travaille bien à l'école. Il travaille bien à l'école, ça se passe bien à l'école, donc peut-être que... Pas toujours envie d'y aller, mais ça se passe bien. Mais il y va. Donc, ouais, il y va. De retomber enceinte d'un autre bébé. Qu'à 32 semaines de grossesse, on m'a dit que mon bébé avait... la sclérose tubéreuse de Bourneville, donc j'ai demandé des soins en plus, j'ai demandé des examens en plus qui m'ont été refusés par l'hôpital en me disant que c'était sûr que c'était ça et que donc il fallait faire un choix ou accoucher d'un enfant malade, très malade, à un pourcentage très très grave, voire handicapé, soit mettre fin à cette grossesse, donc à 7 mois et quelques, je sais pas, 32 semaines, je sais plus comment ça fait. Sachant que les symptômes de ce bébé étaient très proches de la maladie de notre père. Ouais, voilà. Donc ça a été très compliqué. Il me parlait de crise d'épilepsie, etc., sachant que nous... on l'a vécu. Je me suis dit, je ferais jamais vivre ça à mon fils. Donc du coup, j'ai décidé de mettre fin à cette grossesse... du coup avec la personne concernée. On a pris cette décision, on a mis fin à la grossesse. Donc j'ai accouché d'un bébé dont le cœur avait été arrêté par voie naturelle, un accouchement qui s'est bien passé dans mon malheur, heureusement. Donc, ça fait quand même plaisir que ce soit pas mal passé. C'est vrai qu'il aurait pu avoir des complications. Voilà, et ensuite de ça, on a fait des tests et il s'est avéré que ce n'était pas cette maladie-là et que c'était peut-être une maladie du cœur, mais pas celle qu'il m'avait dit. Donc, tu as vécu en fait une grossesse entière. Ouais. Tu as pris des kilos de grossesse, ton corps a changé. Énormément de kilos. On t'a annoncé une maladie que tu as su après coup, donc c'est-à-dire 2 ou 3 mois après cet accouchement, que ce bébé n'avait rien. Ouais, en gros, la sclérose tubéreuse de Bourneville, normalement, c'est des tumeurs au cœur de l'enfant, donc une ou plusieurs, mais souvent c'est plusieurs, et même partout dans le corps. Et en fait, ils ont vu à l'échographie que le cœur avait ces sortes de masses.
Et au final, se sont rendus compte que ce n'était pas des masses, mais que le cœur de mon bébé était plus épais que la normale. D'accord. Et du coup, ça aurait été plus vers un... J'ai pas le terme. Une cardiomyopathie, Voilà, quelque c'est chose ça. comme ça. Une cardiomyopathie. Et puis, mon fils a encore empathie de ce décès. Bah oui, lui qui attendait un petit frère C'est compliqué. depuis beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai que... Mais comment t'as fait pour passer... pas passer au-dessus, mais pour vivre ces deux drames, sans parler de la mort de notre père, donc 3. Ces 3 décès, comment t'as fait pour... Bah, il y a des moments où j'ai été mal, et comme d'autres moments où j'ai été bien, grâce à ma famille, j'ai réussi à m'en sortir. Ouais. Parce que sans le soutien de sa famille, quand tout d'un coup on se retrouve au fond du trou, clairement, il faut affronter ça. Et après, voilà, j'ai mon fils qui me fait me lever tous les matins. Heureusement qu'il est dans ma vie aussi. Parce que grâce à lui, je reprends mes esprits et j'ai retrouvé une vie paisible. Et ça a été des drames à chaque fois, mais j'ai une joie de vivre qui est géniale, et je veux garder cette joie de vivre là, je la garderai toujours, et c'est ce que j'inculque à mon fils aussi. Pour toi, c'est quelque chose d'important qu'ils comprennent qu'il peut se passer des choses dans la vie, mais qu'on doit faire chacun son mieux, chacun son maximum pour essayer d'avancer. Bah, je pense qu'il faut quand même pas mentir à nos enfants en disant tout est beau, tout est rose, on est dans un conte de fées. Non. Moi, mon fils, bon, c'est un peu trop jeune, c'est dans des circonstances Des circonstances quand même assez rares aussi. Très rares et quand même assez compliquées, mais mon fils sait ce que c'est que la mort. Enfin, on est obligé, j'ai été obligée malheureusement si jeune de lui expliquer ce que c'était que pour son frère, pour son père, pour son grand-père, que les gens partent un jour, que ça fait partie de la vie, c'est un cycle. Et je dramatise pas la chose en disant... Voilà, mais tu as été honnête sur ce qui était arrivé à son père, à lui, par exemple, quand il avait 4 ans. Bah, j'ai été obligée parce que j'ai emmené voir mon fils... j'ai emmené mon fils voir une psychologue qui m'a dit que pour l'instant, il n'avait pas besoin d'être suivi à l'époque, mais qui m'avait quand même conseillé de dire la vérité à mon fils. Donc, vu les circonstances, donc c'est un suicide, le père de mon fils s'est suicidé. Alors, pour expliquer ça à un enfant de 4 ans... Surtout à quelqu'un qui n'a pas laissé de mots, de rien. Voilà, donc, tu prends d'autres mots et tu fais des schémas et tu lui expliques que c'est comme ça. Mais il n'a pas tout de suite compris. Parce qu'à l'époque, comme je te disais, quand il travaillait, il n'était déjà pas là trop. Donc, il ne se demandait pas tout le temps où il était au début. Il avait 4 ans. Ouais, donc il était avec sa mère, voilà. Tout ce qui l'intéressait, c'est que voilà. Et après, en grandissant, il me disait alors papa, machin, maman. Donc là, après, obligé de lui expliquer, quoi. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir toujours gardé une routine, d'avoir toujours habité dans la même maison, malgré tout ça, ça a aidé au fait que ça se passe bien pour lui, pour toi? Le fait de la routine un peu... je pense que ça a aidé, oui, parce que mon fils a ses repères ici, il a toujours été là. Ouais. Moi aussi, nous aussi. Et c'est vrai qu'on a quand même que des bons souvenirs dans cette maison, donc... Donc c'est important, je pense, l'environnement. Et est-ce que tu penses que avant d'être maman, tu t'imaginais être ce genre de maman? J'avais un peu plus de conviction quand même. On se dit toujours qu'on va faire ça ici, mais en fait on le fait pas parce qu'on est faible, nos enfants on les aime, on veut leur faire plaisir, qu'ils soient bien. Donc je pense que dans mes rêves j'aurais pu, je pense que j'aurais été une maman beaucoup plus sévère que je le suis aujourd'hui. Je pense que... Mais bon, il y a eu des circonstances, on a la vie qu'on a, on choisit pas non plus, donc on s'adapte. Après, tu restes quand même... il a quand même un super rythme. Oui, après, bien sûr, j'essaye de la bonne nourriture, des bonnes habitudes. Mais bon, je suis quand même laxiste sur des choses, genre... flexible. Flexible, on va dire. Oui, pas forcément laxiste, non, c'est un mot fort. Mais... Parce que c'est quand même dur d'être maman solo, de se dire que... on compte sur toi matin, midi, soir, que t'as jamais de pause quand même, la nuit, enfin...
Maman solo, après, c'est... à un moment donné, on s'habitue. Hein. On se dit pas qu'il manque quelque chose. Hein. Ouais. On se dit que c'est comme ça, et puis que voilà. Et puis voilà. Et tu fais les choses comme elles ont été, en fait, comme elles se sont installées, et puis tu fais avec, et puis voilà. Il n'y a pas de mode d'emploi pour parents solo. Ouais, non, sans dire, est-ce que tu l'imagines faire des études? Est-ce que tu voudrais le pousser dans les études? Qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre aujourd'hui par rapport au travail? J'aimerais qu'il fasse des études, j'aimerais même qu'il ait son bac et j'aimerais quand même le pousser un maximum parce que moi j'ai arrêté mes études très jeune et aujourd'hui à 32 ans là j'ai quand même des regrets où je me dis j'aurais dû me bouger au lieu de rester comme ça avec mes copains. Ouais. Donc je pense que sur ça ouais je vais être un peu plus ouais je vais essayer après si je vais pas l'attacher hein, pour l'emmener au travail. S'épanouisse dans un travail. Je veux qu'il s'épanouisse dans un travail et surtout qu'il fasse quelque chose qu'il aime parce qu'aujourd'hui je trouve que le monde est d'une violence extrême et qu'il ait des passions et qu'il soit épanoui dans un métier qu'il a envie de faire lui et pas parce qu'il faut qu'il fasse ça. D'accord. Voilà, ce serait vraiment une victoire hein, franchement, j'en suis pas encore là. Déjà, je vais finir la primaire. C'est déjà une grosse étape. Est-ce que tu as l'impression de reproduire la manière dont tu as été élevée ou pas? Comment tu peux comparer ta parentalité à celle que tu as reçue? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'elles soient différentes pour toi, être différente peut-être, plus posée? Après, plus posée, oui, parce que je suis quelqu'un de très angoissé. Ouais. Et mon fils absorbe tout ce stress, c'est vraiment pas le bon truc. Ouais. Mais en même temps, je prends exemple, mon papa travaillait beaucoup, moi, quand j'étais petite, donc c'était beaucoup ma maman qui s'occupait de moi. Ouais. Donc, en fait, finalement, peut-être que je reproduis aussi ce que j'ai vécu plus jeune, puisque mon père n'était pas tout le temps à la maison. Non, il était tout le temps au travail. Il était tout le temps au travail, à l'époque en voyage aussi. Donc, c'était des semaines, des jours où il n'était pas à la maison, donc... Moi, si je prends exemple sur ce que ma mère m'a appris, ce que mes parents m'ont appris, mon père aussi. Et je vais te poser du coup la dernière question de l'interview. Quelles sont pour toi les clés de l'éducation pour s'épanouir dans sa parentalité? Moi, je pense vraiment, c'est écouter son enfant. Écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants, parlez-leur, ayez des discussions, ils comprennent. Croyez-les. Très bien, ouais. Croyez-les. Et moi, j'ai des discussions avec mon fils tous les jours, des discussions comme nous, on a là maintenant. Et grâce à ça, on fait en sorte qu'ils aillent bien parce qu'on écoute ce qu'ils nous disent. C'est, je pense, la chose la plus importante. L'écoute et la communication, du coup, dans les deux sens. Primordial. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette interview. C'était trop bien d'écouter cette histoire que je connaissais déjà. Mais avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine interview qui sera tout aussi intéressante. À bientôt. À bientôt.